Donc, ce panel-là, aujourd'hui, retour sur l'élection provinciale et l'immigration. C'est un événement qui est produit par l'équipe de recherche sur l'immigration au Québec et ailleurs, un regroupement de chercheuses et chercheurs venant de 6 universités québécoises ainsi que du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec, le MIFI. Et notre objectif à l'ERICA, c'est de faire émerger des nouvelles connaissances sur l'immigration au Québec et dans le monde grâce à une approche multidisciplinaire. Et l'événement d'aujourd'hui nous parle justement de ça parce qu'on a à la fois des politologues, mais aussi des géographes et aussi plein de gens du milieu là, qui vont pouvoir participer à cette discussion-là sur le retour sur l'élection. On avait envie de faire ça, de faire ce retour un peu à chaud ou peut-être plus à tiède sur l'élection à l'ERICA parce que ça a été quelque chose qui nous a vraiment animés lors de l'élection de 2018. La montée de l'immigration dans les débats avait été un chantier de recherche considérable de notre groupe. On a fait des recherches à la fois empiriques et plus théoriques sur ces questions-là. Et c'est quelque chose qui continuait vraiment de nous intéresser. Et on regardait et on attendait en fait cette élection-là pour voir si certaines des dynamiques qu'on avait identifiées et commencé à documenter lors de l'élection de 2018 continueraient d'être présentes et de quelle façon finalement elles évolueraient. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'essayer de faire un peu ce retour-là aujourd'hui avec des chercheurs qui ont œuvré sur ces questions-là par le passé ou qui œuvrent sur ces questions-là couramment, mais aussi des gens qui peuvent nous parler d'un point de vue un peu plus comparatif de comment le Québec se situe aussi par rapport à toutes ces questions-là. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les personnes qui vont nous parler aujourd'hui. Donc, la première personne que je vais vous présenter, c'est Mme Annick Germain, qui est professeure à l'INRS au Centre Urbanisation et Société, une spécialiste des questions urbaines et des questions d'immigration aussi. Ensuite, on a M. Shedly Belkoja, professeur à l'École d'affaires communautaires et sociales de l'Université Concordia. Encore une fois, un spécialiste des questions d'immigration, de régionalisation de l'immigration, mais qui a aussi travaillé, qui a commencé aussi à travailler sur la question du populisme à l'échelle provinciale au Canada. Donc, c'est sûr que son expertise sera utile ici. On a Mme Catherine Hardé, qui est professeure au département de sciences politiques de l'Université Concordia, dont les travaux portent sur de l'Université de Montréal, excusez-moi, dont les travaux portent sur les questions d'immigration et de fédéralisme, la question aussi de l'immigration interne, mais qui a aussi travaillé beaucoup sur la politique et les partis politiques québécois en lien avec l'immigration. Et finalement, on a Adèle Garnier, qui est professeure à l'Université Laval au département de géographie, dont les travaux portent à la fois sur la politique canadienne et québécoise liée à l'immigration, mais aussi à tout ce qui est question d'immigration humanitaire et d'immigration et de politique liée aux réfugiés. Donc, sans plus tarder, ce que je vais faire, c'est ouvrir la table à une première question. On va avoir des échanges de format table ronde avec les différents panélistes, mais on a laissé beaucoup de place dans l'événement pour avoir une période ouverte d'échange avec les gens dans la salle. Donc, ce sera possible de le faire un peu plus tard. Vous pouvez aussi écrire vos questions dans le chat ou dans l'espace de clavardage, sans problème. Donc, la première question que j'aimerais poser un peu à tout le monde, c'est maintenant que la campagne est terminée, j'aimerais savoir, selon vous, quelle est la principale chose que vous en retenez avec vos lunettes de spécialiste des questions migratoires? Il y a eu plein de choses qui ont été couvertes dans le cadre de cette campagne-là, mais vraiment, en tant que spécialiste de ces questions-là, quelle est la première chose qui vous viendra en tête si vous deviez en parler, l'élément le plus notable peut-être en matière d'immigration? Et je donne la parole pour commencer à Mme Germain, Annick Germain, qui va nous donner son avis, puis ensuite on va continuer avec les autres personnes. Merci Mireille. Alors, très rapidement, en 2 mots, moi, ce qui m'a beaucoup frappé pendant cette élection, c'est au fond une forme d'instrumentalisation du dossier d'immigration à des fins de positionnement partisan. C'est-à-dire qu'on a beaucoup discuté d'immigration, mais pas vraiment en soi, mais davantage pour se positionner face à, par exemple, des questions identitaires, etc., mais pas pour vraiment
s'apprêter à résoudre les problèmes d'immigration en tant que tels. La deuxième chose, ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est la vision incroyablement négative que le Premier ministre a soulevée à plusieurs reprises de l'immigration, notamment en regardant ce qui se passe en Europe et en ayant l'air de penser que ce qui se passait en Europe allait se passer chez nous exactement, de la même manière. Alors, j'étais quand même un petit peu perplexe, je dois dire. Cette élection m'a un peu troublée. Merci. Merci, Annick. Je vais maintenant passer la parole à Shedley, qui est d'ailleurs en Europe au moment où on se parle. Donc, ça permet de faire le bon. Par contre, Shedley, il faut ouvrir ton micro. Oui, mais voilà. On indiquait que je ne pouvais pas l'ouvrir, c'était contrôlé par une force ailleurs. Mais je voulais juste dire, moi aussi, c'est un peu dans le même sens, mais je dirais c'est à quel point on a parlé d'immigration sur le dos des immigrants, immigrantes. Et je l'avais soulevé dans un article dans le journal Pivot. Donc, on a parlé de l'immigration toujours un peu en évacuant même la réalité des immigrants. Et je trouvais ça frappant donc, sur la question des seuils, sur la régionalisation, sur la frontière, donc au chemin Roxham. Même dans les médias, on a pris du temps finalement à refocuser sur les personnes. C'est peut-être pas l'objectif dans une campagne, on pourrait me dire, on parle de politique, de programme, mais souvent, on aurait pu parler un peu… on a à un moment donné quand même parlé des personnes, mais il y a eu quelques articles dans les médias où on a commencé à refocuser sur les personnes qui ont un vécu d'immigrant ou qui sont issues de l'immigration. Mais je trouve qu'on n'a vraiment pas du tout essayé de comprendre ce que vivent les immigrants dans leur parcours, dans les défis, dans ce qui s'est passé depuis 4 ans aussi. Ça, je trouve qu'on a complètement zappé, comme on dirait là-dessus. Merci, Shedley. Merci, Shedley. Je passe maintenant la parole à Catherine et j'espère qu'elle saura ouvrir son micro. Non, ça ne marche pas. Catherine, ça ne marche toujours pas, je ne sais pas. Ah, voilà. Ah, bon, maintenant. Il faut appuyer plusieurs fois là, il faut vraiment vouloir parler. Merci beaucoup. Moi, je dirais que par rapport à cette élection, ce qui m'a marqué, c'est l'approfondissement de tendance qu'on avait déjà pu déceler en 2018. Donc, on a pas mal travaillé effectivement avec l'ERICA sur qu'est-ce qui se passe en 2018. Tout d'un coup, on parle de seuil d'immigration, de renégocier des pouvoirs. Il y a une série de tabous ou de choses dont on a beaucoup parlé. Puis là, la question, c'était en période de réalignement politique, avec un nouveau parti au pouvoir, avec des partis qui changent en termes d'assises électorales et autres. Est-ce que ça va continuer? C'était une question ouverte, mais là, la question, elle n'est plus ouverte, elle est fermée et on a la réponse. C'est sûr que oui, il y a de plus en plus de politisation de l'immigration au sens de combien, qui, où, comment, avec vraiment des positionnements forts. Et je voudrais dire des positionnements forts de tous les partis politiques aussi. Alors évidemment, la CAQ a continué, on en parlera plus dans une série de chemins qu'elle avait tracés. Mais les autres partis aussi, il y a d'autres partis qui ont pris position par rapport au seuil, des seuils encore plus bas que ceux de la CAQ. Il y a d'autres partis qui ont même demandé plus de pouvoir sur une série de questions. Donc, cette question de la politisation, on en parle vraiment beaucoup plus, mais en plus, il y a des positions tranchées par là. Elle a vraiment été approfondie. Puis, je pense que ça ne va pas changer, donc ça demande vraiment des clés de lecture de où ça nous mène, parce qu'on sait, puis ça c'est un peu le tournant de regarder ailleurs, mais on sait où cette politisation de l'immigration peut nous mener, on sait comment ça peut vraiment polariser et donner des gros clivages dans les débats. On connaît les États-Unis, on connaît l'Europe, donc le Québec, voilà, c'est aussi des questions qu'il faudra approfondir par rapport à ça. Merci beaucoup, Karine. Catherine, excuse-moi. Maintenant, je vais demander à Adèle de fermer le bal avec ses propres impressions, ce qu'elle retient de cette campagne. Merci, Mireille. Pour moi, c'est des paradoxes entre, d'une part, le focus de plus en plus
intense sur l'immigration au fur et à mesure que la campagne a accéléré. À partir de mi-septembre, on a eu François Legault disant que l'immigration menaçait la cohésion sociale, puis ça a continué comme ça. Et le paradoxe, c'est le décalage entre ces déclarations et les réalisations politiques de la CAQ, finalement. Et aussi, l'autre paradoxe, et sur lequel on va revenir, donc je ne vais pas insister, mais c'est ça, c'est vraiment cette focus sur la dimension de menaces de l'immigration par rapport aux réalisations de la CAQ qui ne sont quand même pas vraiment seulement de ce registre finalement. Et l'autre paradoxe, c'est le fait que ça a tellement attiré l'attention alors que dans les priorités des électeurs, l'immigration n'a jamais été une priorité finalement au Québec ou dans la plupart des pays d'immigration, quoi, que ce soit le Canada fédéral ou autre. Puis quand on regarde l'opinion des Québécois et des Canadiens sur l'immigration, c'est positif en fait. Donc, pour moi, c'est assez particulier cette campagne dans ce contexte-là. Merci beaucoup. On voit vraiment des thèmes importants, tant pour moi en tant que politologue, là, je peux en parler, la question du décalage, justement, le gap hypothesis dans cette idée-là, qu'il y aurait vraiment une différence entre les discours des élus et les politiques à proprement parler. Et je pense que cette élection-là était un exemple qui va nous servir à enseigner ces théories-là là, pour les années à venir. Mais je pense que vous amenez des clés importantes pour penser à cette élection-là. Une des choses qui a été dite beaucoup, c'est que c'était une élection de réalignement partisan où on faisait face à la fois des nouveaux partis, on peut penser, ou en tout cas des partis avec une nouvelle vitalité, on peut penser au Parti conservateur du Québec, mais aussi à des partis qui essaient de se réinventer. On peut penser au Parti libéral du Québec qui essaie de retrouver sa position, tout comme le Parti québécois qui essaie de survivre dans une nouvelle arène politique. Donc, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de revoir un peu comment chacun des partis s'est positionné par rapport à cette question-là. Et je commencerai par la CAQ, comme Adèle en parlait un peu, mais je vais poser la question à Catherine Hardé qui a souvent exploré un peu cette question-là au-delà de la CAQ. Donc, comment vous expliqueriez, dans le fond, cette stratégie-là de la CAQ en matière d'immigration et de discours sur l'immigration au courant de la campagne? Ça, c'est vraiment une question large, mais je vais donner quelques pistes. Je pense qu'il faut vraiment aussi un peu voir sur le long terme deux choses. Un, quand la CAQ est arrivée au pouvoir en 2018, il y avait quand même pas mal de questionnements sur qu'est-ce qu'elle allait vraiment faire sur l'immigration. Puis il y avait un grand questionnement aussi sur le type de nationalisme qu'elle allait mettre en avant, puisqu'elle venait avec cette troisième voie-là, ni fédéraliste, mais pas non plus souverainiste. On va développer un autre type de nationalisme, puis s'inscrire dans un autre rapport de force. Puis il y avait beaucoup de gens qui avaient dit oui, mais le nationalisme de la CAQ, ça va être uniquement un nationalisme économiste ou économique. C'est l'économie qui est le driver, le moteur vraiment de cette plateforme, de cette coalition. C'est ça qui va être mis le plus en avant. Puis sur l'immigration, si c'était le cas, en fait, on aurait eu certains choix politiques. On sait que si on a d'un point de vue seulement économique ou du patronat, en gros, entre guillemets, on veut plus d'immigrants. Mais en fait, ce qu'on a vu, c'est que c'est un autre type de nationalisme qui a pris le pas. Moi, je le nomme le nationalisme identitaire. Puis c'est vraiment ça qui a marqué le mandat de la CAQ, là. C'est cette insistance sur l'identité. Puis c'est pas que par rapport à l'immigration, là. C'est un projet plus global. Évidemment, il y a la loi 96, il y a aussi toute une série de mesures en éducation ou autre, mais il y a vraiment cette idée qu'on doit définir notre type de nationalisme et l'immigration en fait partie. Et donc, par rapport à la CAQ, il faut vraiment comprendre ça. Donc, comment est-ce qu'ils veulent vendre ou mettre en avant ou se définir par rapport à leur identité québécoise, puis cet entre-deux qu'ils essayent de définir. Donc, ça, c'est vraiment important de retracer. Quant aux décisions de la CAQ, c'est une coalition. Donc, moi, je pense quand même qu'il ne faut pas croire que tout est fait, tout est coulé dans le marbre. Là, il y a des rapports de force qui vont émerger en interne aussi, puis à l'externe. Il va falloir qu'ils se positionnent sur une série de dossiers. Puis, il y a des rapports de force, puis il y a aussi ce que la CAQ peut faire et ne peut pas faire. C'est sûr qu'elle a un gouvernement majoritaire, là, donc elle a beaucoup de pouvoir par rapport à ce que le Québec peut faire. Mais on sait qu'une grande question, c'est qu'il y a beaucoup de choses que la CAQ voudrait faire, changer en manière d'immigration temporaire, de regroupement familial, de plus de pouvoir de sélection, de ne pas s'inscrire dans des grandes cibles d'immigration qui ont été annoncées par le Canada. Tout ça, ça demande d'autres pouvoirs. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions encore sur comment ça va aller, mais bien repenser à cet aspect coalition, nationalisme, puis rapport de force qui sont vraiment importants. Merci, Catherine. Maintenant,
Je vais noter qu'il y a plusieurs observateurs qui étaient inquiets de l'impact que pourrait avoir le Parti conservateur du Québec sur l'ensemble de la campagne et sur la stratégie, les discours et tout ça. Mais il y avait en particulier des gens qui étaient inquiets par rapport à l'influence de la montée de ce parti-là pour ce qui est des débats autour de l'immigration, parce que par le passé, le parti et son chef avaient fait des déclarations assez loin du statu quo. Donc, j'inviterais Adèle peut-être à nous parler de ce qu'elle voit comme étant l'impact du Parti conservateur du Québec sur la campagne, comment ses positions en immigration se sont profilées et qu'est-ce qu'on peut en penser aussi pour l'avenir. Ce qu'on a constaté quand même, c'est que le parti, d'ailleurs, qui s'est renommé en fait Parti conservateur du Québec, équipe Éric Duhem, donc ça a été vraiment très centré sur la personnalisation de son chef, qui a contribué, je pense, à la montée assez météorique du parti. Il a quand même eu plus de 500 000 personnes qui ont voté pour lui et 0 siège. Par contre, l'immigration n'a pas du tout été mise en avant pendant la campagne. On le sait que la popularité a été liée à son discours anti-mesures sanitaires. Et en fait, ça a été assez surprenant de voir à quel point le chef du parti, Éric Duhem, a parfois même tensé la CAQ sur ses propos anti-immigration en demandant carrément la démission du ministre de l'Immigration, Jean Boulet, quand il a dit que 80% des immigrants étaient paresseux. Et aussi sur la question où le parti était en faveur d'un mur à la frontière parce qu'il se positionne comme anti-arrivée de demandeurs d'asile qu'il considère comme des migrants illégaux, il n'a pas du tout politisé sur cette question-là, c'est vraiment resté en retrait. Quand on regarde les propositions que le Parti conservateur du Québec fait sur sa plateforme en matière d'immigration, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont partagés par plein d'autres partis. Que ce soit le demande des rapatriements des pouvoirs au niveau de la province, donc encore plus de contrôle sur l'immigration, au niveau des niveaux des migrations permanentes, ils sont proches de la CAQ, donc on ne peut pas dire qu'ils ont été particulièrement importants dans le débat. Au niveau de la défense du français, ils se positionnent aussi pas très loin des autres partis. Donc je ne pense pas que c'est quelque chose qui les a vraiment attirés. Je tiendrai quand même je veux dire, ce qui est intéressant aussi, quand on voit là où ça a marché, vraiment le Parti conservateur, donc dans la région de Québec, dans la circonscription de Chauveau d'Éric Duhem, mais surtout Beauce-Nord, Beauce-Sud, La Pelletrie, etc. C'est surtout ces circonscriptions-là. La participation était très forte et c'est des circonscriptions où il n'y a pas beaucoup d'immigration finalement, il n'y en a presque pas. Donc je dirais que oui, c'est vraiment un acteur qu'il faut prendre en considération, mais pour le moment, sur la question de l'immigration, je ne vois pas présentement une très forte influence sur les débats. Parfait, merci beaucoup. J'inviterais maintenant Shedly à nous parler un peu de ce qu'il voit comme étant la stratégie, ou ce qu'il a vu comme étant la stratégie à la fois de Québec solidaire et peut-être, si le cœur lui en dit, là, du Parti libéral lors de cette campagne. On sait que les deux partis étaient dans des positions un peu compliquées, à la fois souhaitant défendre les droits des immigrants ou des personnes qui sont perçues comme étant immigrantes, à la fois ayant des liens ou des opinions plutôt par rapport à l'ouverture ou la croissance des seuils d'immigration, mais d'un autre côté, faisant face à des électorats divisés sur ces questions-là. Donc, Shedly, je ne sais pas si vous avez envie d'en parler un peu. On pourra réagir aussi peut-être à ce qui a été dit là sur Adèle, puis il y a des choses aussi que... Mais pour la question de la gauche, Québec solidaire, c'est sûr que c'est un parti qui a toujours eu une approche un peu différente des autres partis en se positionnant aussi sur des valeurs différentes, plus collectivistes, de justice sociale, la grande question aussi des statuts plus vulnérables. Donc, traditionnellement, un parti plus à gauche, on peut s'attendre à ce que ce parti-là ait peut-être une position, ce type de position. Mais je crois que Québec solidaire aussi, durant la campagne, n'avait pas nécessairement envie toujours de parler d'immigration, voulait parler plutôt de logement, de crise du logement, de questions environnementales, donc d'autres grands enjeux collectifs qui concernent le Québec. Ce qui a été intéressant dans cette campagne aussi, c'est que, bon, bien sûr, Gabriel Dubois-Nadeau a réagi aux propos de la CAQ, il s'est positionné quand même, il a positionné son parti et il s'est aussi positionné beaucoup, je dirais, sur la question du régionalisme. Alors, c'est là où le parti a essayé de s'ancrer un peu plus dans les régions du Québec en amenant quelques propositions sur l'enjeu du régionalisme, en proposant la création de carrefours locaux d'immigration, donc en essayant
de dire qu'il fallait, pour que la régionalisation fonctionne, pour qu'elle soit un succès, ça c'est toujours la grande question, hein, la régionalisation, on en parle beaucoup, mais en réalité, on a beaucoup de défis. Alors, QS a parlé des carrefours locaux en faisant référence peut-être un peu aux coffees, à ce qu'on appelait les coffees à l'époque. Et puis aussi, il a parlé de ces fameux coupons culturels qui ont fait jaser beaucoup dans les demeures. Les coupons culturels, alors avec un ton peut-être un peu naïf, on pensait que pour encourager les migrants à être plus proches des valeurs québécoises, eh ben, on va leur donner des coupons culturels pour les envoyer voir des spectacles, pièces de théâtre, films, entre guillemets, québécois, pas un gros blockbuster américain. Et ça a fait rire un peu pas mal de monde. Je crois que c'était un peu naïf comme approche, mais en même temps, le parti a essayé donc de se positionner sur cette question quand même de la régionalisation qui a été beaucoup discutée durant la campagne. Pour le Parti libéral, écoutez, ça a été un enjeu. On pense que le Parti libéral a toujours ce segment de population acquis donc le vote plutôt anglophone, le vote de l'ouest de l'île de Montréal, un vote aussi formé de beaucoup de communautés ethnoculturelles. Ça a été beaucoup plus difficile pour le Parti libéral parce qu'il avait aussi d'autres enjeux, un autre des plus petits partis qui grugeait aussi son vote traditionnel et un parti qui a eu un échec lamentable dans les régions, à l'extérieur de Montréal, en terminant 4e. C'était très difficile pour le Parti libéral. Merci, Shedley. Annick, est-ce que vous souhaitez renchérir sur ces propos? Non, je pense que tout a été dit. Parfait, merci. Pour fermer la boucle de notre tour sur les partis, je demanderais peut-être à Catherine, avant de poser une question plus large à l'ensemble des panélistes, là, de revenir un peu sur la stratégie du Parti québécois en matière d'immigration lors de cette campagne. Donc, qu'est-ce que ça nous dit sur à la fois la stratégie électorale à proprement parler, mais aussi sur l'avenir du parti? Oui, je pense que le PQ, en fait, on n'en parle pas si souvent, mais il y a quelque chose qui se joue là, puis qui change. Donc, si on revient juste un peu dans les propositions 2018, le PQ, il n'était pas pour une baisse des seuils, il était vraiment avec un discours, il faut dépolitiser cette question du nombre, il faut donner la compétence à la vérificatrice générale. Il avait été très critique aussi des propos de la CAQ, des propositions de François Legault à l'époque. Mais on sait que là, ces deux partis, ils sont en compétition pour le même type d'électeurs. Alors, dans l'histoire du Parti québécois, la souveraineté, c'est vraiment important pour comprendre son positionnement sur l'immigration. Évidemment qu'il veut plus de pouvoir, mais en fait, il veut aller même plus loin. Quand on regarde l'évolution de son discours, c'est vraiment l'idée qu'on a besoin d'être un pays, la nation doit gérer l'immigration parce qu'il faut contrôler les frontières, être 100% en charge, c'est le destin. Donc, il y avait toujours cette idée que grâce à la souveraineté, ça donnera plus de pouvoir sur l'immigration, ça nous permettra de gérer ça. Puis c'est logique aussi, ça fait partie des grands pouvoirs régaliens. Là, gérer son immigration à 100%, c'est vraiment l'État. Donc, ça fait partie de cette promesse aussi qui était là. Puis là, il y a un peu des changements qui se passent parce qu'on voit que le PQ, là, c'était le parti qui prenait le seuil d'immigration le plus bas. Donc, il proposait dans sa plateforme 35 000 immigrants alors que la CAQ était à 50 000, puis c'était le plus bas, entre guillemets. Donc, de descendre, puis ça, c'est vraiment une descente importante parce qu'on n'a jamais été si bas depuis des dizaines d'années, là. Si on revient au seuil d'avant 2018, on est toujours autour de 50 000, 40 000, 50 000. Là, descendre à 35 000. Puis, il y a tout un discours aussi qui accompagne fort et qui est très fort aussi si vous regardez un peu les déclarations, par exemple, du chef du Parti québécois suite à l'annonce au fédéral de l'augmentation des niveaux des sites d'immigration. Il y a vraiment des positionnements comme quoi ça va être la noyade du peuple québécois, que même certains commentateurs proches du Parti québécois disent que même 35 000 ou même 50 000, ce sera trop, ce sera suicidaire. Donc, il se passe quelque chose, je pense. Ils cherchent à critiquer ou être la position d'opposition de la CAQ sur l'immigration avec un discours qui est de moins d'immigrants, entre guillemets. Donc ça, c'est aussi un changement par rapport à ça. Mais ça, c'est aussi un peu historique, cette remise en cause des pouvoirs. L'idée, est-ce que la souveraineté va encore être
quelque chose d'accessible ou quelque chose sur lequel on va argumenter par rapport à l'immigration. Puis historiquement aussi, c'est peut-être la fin des séquelles de 95, le lendemain du référendum. Il y a toute une histoire quand même forte du Parti québécois qui s'était positionné comme un parti qui était quand même avec un projet progressiste et qui avait voulu s'ouvrir à l'immigration, contrairement peut-être à d'autres nations minoritaires. Le PQ avait fait ce pari. Ce pari change, je pense, récemment, clairement par rapport aux propositions ou au positionnement le plus récent du Parti québécois. Merci beaucoup, Catherine. Pour terminer ce bloc là, par rapport au parti, une question que j'aurais envie de vous poser à tous et à toutes, c'est la question de qui s'approprie ou qui se présente comme ayant la propriété de la question de l'immigration. Donc, en anglais, on utilise des fois le concept de issue ownership. Et on est à un moment où on semble voir, si je vous comprends bien, des partis qui, pour des raisons stratégiques, avant tout, décide de mobiliser la question de l'immigration lors de campagnes électorales au Québec à des fins potentiellement de gagner des votes, mais aussi parce qu'ils sont en processus de refondement interne. Mais je me demande, au-delà, à la suite de cette campagne-là, est-ce qu'on voit un parti qui essaie vraiment de se présenter comme étant le parti de pas des immigrants à proprement parler, mais bien plus de la question de l'immigration. Au Québec, on est encore plutôt là, dans une dynamique différente. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, cette question. Peut-être, je vais... On va peut-être laisser... C'est une question intéressante, c'est une question mais je dirais le parti, moi, tout dépend comment on articule l'enjeu immigration, mais je dirais la vraie question, peut-être que certains veulent mettre de l'avant, c'est la question économique, c'est la question du développement économique, et c'est celle qui a été un peu noyée, qui a été dans la campagne émotive, dans la construction de l'enjeu immigration. Au départ, même moi, je me rappelle que François Legault parlait avant même de l'élection, d'une élection qui serait d'enjeux autour de la fierté. Il avait parlé de la fierté québécoise. Bon, ça peut être très large, ça peut être très positif. Et finalement, ça a été plutôt les enjeux de perte de contrôle, de la peur. Mais en même temps, derrière tout ça, on a toujours mis de l'avant aussi l'importance du besoin d'immigration pour le développement économique, le besoin de main-d'œuvre, les besoins économiques importants. Alors, je crois que cette question-là, ce parti-là a quand même, depuis 4 ans, depuis 2018, a quand même mis en place des choses importantes pour faire en sorte qu'on parle plus de l'immigration comme un levier économique. Mais je veux dire, la campagne elle nous a vraiment amené ailleurs, je pense. Annick, je voyais que vous vouliez réagir. Bon, simplement, me semble que en fait, le gouvernement Legault ne s'intéresse pas tant que ça à la question de la main-d'œuvre et à la question de l'immigration, notamment pour une raison, c'est parce que Legault est comptable. Il sait très bien qu'avec l'accord de 1981, les subventions du fédéral à l'intégration et à la francisation vont augmenter, peu importe les seuils d'immigration. Autrement dit, peu importe si on augmente, si on baisse les seuils d'immigration, le fédéral est obligé, année après année, d'augmenter ses subventions. Et donc, au fond, c'est bien pour François Legault, parce qu'il sait que l'argent va continuer à rentrer, mais il n'est pas obligé d'afficher des seuils très élevés d'immigrants, et il ne s'en prive pas. Merci, Annick. Je voyais Adèle, je ne sais pas si vous vouliez rebondir sur cette question. Peut-être 2 choses. Moi, je dirais que j'ai l'impression que 2 partis qui auraient pu en faire un peu plus sur un thème important sont en réalignement, où on parlait d'autres choses, comme le Parti libéral, par exemple. J'ai quand même été surprise à quel point ils ont été absents
sur la question, même là, post-élection, c'est pas quelque chose. En tout cas, bon. Et par contre, le Parti conservateur, donc bien avant les élections, il y avait la question qui mettait en avant comme le Parti conservateur, enfin, le Maxime Bernier sur la compatibilité civilisationnelle des immigrants. C'est pas quelque chose qui est ressorti. Et là, on sait que le parti est ils sont en train de. Il y a aussi des bouleversements. Donc, je pense qu'une fois qu'il y aura plus une direction qui aura été prise, qu'on va voir s'ils s'en vont vers se positionner sur l'immigration par rapport, comme on a vu, comme Catherine Hardet le disait, le PQ en a fait quelque chose de plus important. Est-ce que le Parti conservateur va chercher à se positionner là ou non? Parce que sur les mesures sanitaires, je veux dire, il va falloir qu'il trouve autre chose à dire, en fait. Et ce n'est pas encore très clair, quoi. Oui, merci beaucoup Adèle. Donc, on est encore, il semble, dans une période de restructuration. Je vais passer à une autre question que je dirigerai pour commencer à Madame Germain, si elle le souhaite bien. Donc, en 2018, on avait dit, c'était même le premier ministre sortant qui avait dit ça, que l'immigration était finalement la question de l'urne de l'élection. On peut débattre de si c'était réellement le cas, mais je me demande, avec un peu de recul, est-ce que vous avez l'impression que ça a joué un rôle aussi important dans le choix des électeurs, la question de l'immigration, que ça l'a peut-être joué lors de l'élection précédente? Alors, je vais répondre de façon tout à fait impressionniste parce que je n'ai pas de données malheureusement sur lesquelles m'appuyer, mais j'ai vraiment l'impression que c'est la dernière des choses que les électeurs avaient en tête quand ils ont été au bureau de vote. Donc, autrement dit, à mon avis, ça n'a pas du tout été la question de l'urne, paradoxalement. Je donnerai maintenant la parole peut-être à Catherine Hardet qui souhaiterait aussi réagir à cette question-là. Oui, en fait, sans vouloir toujours comparer à 2018, mais je pense que c'est important de mettre un peu les choses en relief. Mais quand le Premier ministre sortant dit ça, c'est parce que vraiment là, si vous vous souvenez des débats des chefs, des interviews, on parlait quasiment que ça, mais on parlait que de ça parce qu'on parlait de tests de valeur, on parlait justement d'identité, on parlait d'avoir beaucoup plus de mesures aussi sur l'immigration en tant que telle. Donc, il y avait vraiment un grand débat sur qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire des tests de valeur, des examens et autres. Moi, ce qui m'a marqué là, c'est que, je ne sais pas si c'était la question de l'urne, moi je dis non, enfin sincèrement non, mais c'est que ce n'était pas tant un discours sur les politiques qu'on voulait, ce qui était le cas en 2018 où clairement il y avait des débats sur le type de politique qu'on voulait, mais qu'un discours sur les immigrants. Puis comme ça, des petites sorties malheureuses, maladroites ou certains diront contrôlées, mais sur les immigrants en général, mais il n'y a pas tant de propositions. Enfin moi, sincèrement, si je devais dire ils vont changer telle ou telle politique, j'ai moins d'indices que j'en avais en 2018 sur une série de changements. Donc, je ne sais pas si c'était la question de l'urne en termes de politique qui changerait. Ce qui a été très fort, c'est la présence de cette question. Même si, puis ça, c'est quelque chose qu'on pourrait en reparler, chaque fois que la CAQ a fait des débordements ou certains glissements dans des déclarations, ils sont toujours excusés. Puis c'est sans vouloir faire mon européenne là, mais je connais beaucoup de gens qui font, beaucoup de politiques qui font des glissements sur l'immigration puis qui ne s'excusent pas. Donc je ne sais pas, c'est parfois un peu difficile de comprendre la volonté ou est-ce seulement électoraliste, contrôlé et autres. 2022, c'est un approfondissement de tendances qui sont déjà présentes, puis de tendances globales. Il ne faut pas croire que le Québec va être épargné. On parle d'immigration partout, ça polarise, il y a des grands débats. C'est vraiment quelque chose qui est très difficile à parler de manière calme, sur base de données probantes et sans grandes déclarations tonitruantes. Le Québec a rejoint certaines tendances qu'on voit ailleurs, mais quand même avec des excuses à chaque fois après. Donc, il faut quand même se rendre compte de ça. Très, je ne vais pas dire très canadien parce que c'est une élection québécoise, mais il y a quelque chose un peu de ça. Adèle Garnier, souhaitez-vous rajouter quelque chose par rapport à cette question-là? Ben, ce n'est pas juste sur l'immigration. Moi, ce qui m'intéresserait quand même sur le long terme, c'est qu'est-ce que ça a comme impact sur les jeunes? Parce que
on a une population quand même de plus en plus diversifiée au Québec et on sait que un parti pour lesquels les jeunes se sont mobilisés vraiment, bien sûr, Québec solidaire qui est vu comme le parti des jeunes, mais le Parti conservateur du Québec aussi. On sait qu'apparemment, il y a une assez forte mobilisation de la jeunesse pour ce parti. Et dans les circonscriptions que je vous ai mentionnées, bon, la moyenne électorale, c'est de 66% à l'échelle de la province, c'est plus de 70% dans toutes les circonscriptions. Le Parti conservateur est arrivé au-dessus de 30% là, dans la région de Québec. Et encore une fois, pour le moment, l'immigration est un enjeu mal défini pour le Parti conservateur, en tout cas dans cette campagne. Mais là, je me demande dans le futur, qu'est-ce que ça va jouer comme rôle? Et quand on voit l'origine ethnique, en fait, des candidats du BCQ, c'est pas si différent non plus. C'est pas juste des francophones de souche ou de blancs. Donc, c'est assez diversifié. Donc, ça va être, je pense, étant donné un certain engouement de certains jeunes, aussi, je pense, autour du discours qui a rassemblé pour cette génération les mesures sanitaires, le discours là-dessus, qu'est-ce que ça va jouer dans la reconfiguration de ce parti et ce qui va maintenir ses résultats à la prochaine élection? Surtout, moi, dans la région, là, ça m'intéresse. Merci beaucoup, Adèle. Donc, je vais maintenant passer peut-être à ce qu'on aime le moins faire, mais qu'on préfère aussi le plus faire, c'est-à-dire prédire l'avenir. On peut pas, je pense qu'on atteint vraiment nos limites. C'est un peu trop chaud pour ce qui est de vraiment réfléchir à l'impact électoral de tout ça, puis l'impact de cette élection sur le système partisan au Québec. Mais par contre, une des choses qu'on connaît peut-être un petit peu mieux, c'est les politiques et les programmes d'immigration. Puis aussi, on peut faire un retour un peu critique sur les performances du gouvernement sortant qui nous permettent de penser au gouvernement entrant. Donc, j'aimerais peut-être vous demander à tous, en commençant par Mme Germain, à quoi on peut s'attendre de ce gouvernement en matière d'immigration? Puis, je pense que c'est d'autant plus important que, comme le disait Catherine Hardet, on n'est pas certain tant que ça de ce que ce gouvernement-là nous promet. Ces propositions en matière d'immigration étaient beaucoup moins sophistiquées qu'elles ne l'étaient lors de la dernière élection. Donc, vous vous attendez à quoi? Alors, je m'attends à quelques paradoxes. Bon, d'abord, je ne serais pas surprise que le gouvernement Legault ne résiste pas au plaisir de réclamer d'Ottawa la fin de l'entente sur les tiers pays sûrs. Autrement dit, quand on voit l'augmentation des demandeurs d'asile qui arrivent par le chemin Roxham, il y a une préoccupation, mais je suis persuadée que François Legault sait très bien que les États-Unis, en ce moment, et surtout en cette veille d'élection, sont très, très occupés et ne sont peut-être pas tout à fait prêts à négocier avec le gouvernement du Canada une nouvelle entente à ce sujet. Autrement dit, je pense que François Legault ne se privera pas du plaisir de faire des demandes à Ottawa que Ottawa va refuser. Bon. Cela dit, sur d'autres dossiers, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que les acteurs économiques n'arrivent pas à se faire plus entendre en ce qui concerne les besoins de main-d'œuvre. Et quand je dis les acteurs économiques, les besoins de main-d'œuvre, on voit bien, se manifestent aussi dans le secteur public, le secteur de la santé, éducation, etc. Je ne comprends pas comment il n'y a pas plus d'acteurs qui fassent pression pour qu'on revoie cette question, parce que dans beaucoup de domaines, le Québec est vraiment en très mauvaise posture et a un besoin de main-d'œuvre urgent. Je suis un petit peu étonnée aussi qu'on n'en fasse pas plus pour la question des étudiants internationaux. Évidemment, on prêche pour notre paroisse, mais c'est sûr que nos universités aimeraient bien ça, qu'il y ait un petit peu plus d'étudiants internationaux et, entre autres, qu'on admette un peu plus d'étudiants originaires des pays africains, par exemple, francophones, parfois prêts à s'installer en région si on leur donne la possibilité. Donc, je trouve que là aussi, il y a un dossier qui est quand même assez chaud et je me demande bien comment le gouvernement va faire
pour continuer à ne pas s'en occuper. Merci, Madame Germain. Je donne la parole maintenant à M. Belkhodja. Est-ce que vous avez des attentes particulières? Est-ce que vous prédisez certaines choses pour ce gouvernement en matière d'immigration? Ben, j'espère bien qu'on ne restera pas pris dans la joute politique provinciale fédérale parce que ça empêchera d'avancer, de proposer quand même des choses. Mais moi, je dirais, ce qui m'inquiète un peu aussi, c'est l'enjeu de la langue. Comment, durant la campagne, puis même un peu avant, déjà, j'ai un peu examiné beaucoup de médias, comment on lit en fait le déclin du français à l'immigration, entre guillemets, massive. Bon, c'est sûr qu'il y a des chroniqueurs, il y a des personnes qui alimentent beaucoup cette idée que si on augmente l'immigration, et en plus on voit ce que le fédéral fait, ça menace la langue. Et cette idée de lier langue et immigration, c'est quand même, pour moi, c'est extrêmement dangereux parce que Catherine l'a expliqué aussi. Là, on va ensuite utiliser des arguments tels noyer les francophones, stratégie dictée par les anglophones, par la majorité fédérale anglophone. On entend ça aussi. Donc, c'est un peu... Pour moi, ça m'inquiète beaucoup là, si on reste là-dessus. Et puis, je crois quand même, c'est sûr que la question du Québec, hein, le Québec, et moi, je l'ai beaucoup peut-être vu aussi dans mes travaux quand j'étudiais la question des minorités francophones hors Québec. La question de la protection de la langue, c'est aussi un enjeu extrêmement important. Actuellement, les communautés francophones hors Québec demandent au fédéral d'espérer d'atteindre une cible de 4,4% d'immigrants francophones. La Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada demande qu'on augmente la cible à 12% pour essayer de faire en sorte quand même qu'on arrive à une certaine forme d'équilibre. Donc, cet enjeu de la langue, ça reste une grande question. Alors, je trouve qu'il faut la regarder et il faut essayer de la comprendre aussi avec tout ce que ça représente pour une société comme le Québec. Et maintenant, de tomber facilement dans cette espèce de relation, on augmente, ça menace, je trouve que c'est dangereux. Je pense que Mme Germain voulait rebondir là-dessus avant que je donne la parole à quelqu'un d'autre. Alors, je ne voulais pas nécessairement rebondir sur la question de la langue, mais j'ai oublié de mentionner un point qui, moi, me préoccupe aussi énormément en ce qui concerne ce qui va se passer dans la suite, c'est la coupure entre Montréal et le reste du Québec. Et il est bien clair que cette coupure est de plus en plus forte et c'est clair qu'avec le gouvernement Legault, ça ne va pas s'arranger et moi, ça m'inquiète énormément. On voit bien qu'il y a deux réalités complètement différentes qui vont de plus en plus évoluer comme en parallèle. Et c'est très, très dangereux, je pense, pour l'ensemble du Québec. Merci. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Catherine. Vous vous attendez à quoi de ce gouvernement maintenant qu'il est élu? Première chose, des francophones. C'était clairement mis, puis je pense que ça va vraiment se réaliser. Des francophones, parce qu'il faut le savoir, là, c'est cyclique dans les politiques d'immigration du Québec. On a vu qu'en fonction des gouvernements, il y a une emphase ou pas sur francophones, francophiles ou personnes qui sont prêtes à apprendre le français. Puis tout ça, c'est quand même important parce qu'en fonction de la grille de sélection, de combien de points on va donner à ceux qui connaissent déjà le français, on va évidemment recruter dans des bassins différents. Puis c'est cyclique parce qu'il y a eu des gouvernements qui se sont dit, est-ce que vraiment il faut d'office, est-ce que quand on parle français, c'est si facile de s'intégrer? Ça a fait aussi appel à certains bassins géographiques de recrutement qui ont amené un autre type de diversité. Mais là, on semble vraiment retourner dans cette idée, on veut des gens qui connaissent déjà la langue. Donc, que parce qu'on connaîtrait le français, il y aurait une intégration plus grande, la défense du français. Donc, c'est très fort ce lien, effectivement, entre immigration et langue, alors que dans les faits, c'est pas si clair que ça marche de manière si automatique. Donc, des francophones.
Ils veulent des immigrants en région, puis ça aussi, ça va être continué. Puis il y a déjà eu pas mal d'efforts de la CAQ. Puis il faut dire, ça s'inscrit dans une stratégie vraiment beaucoup plus globale de revitalisation des régions, d'ouvrir des postes même du gouvernement, là, des salles de travail en région, d'ouvrir des offices, des bureaux, vraiment des centres d'intégration, de régionalisation. Ça veut dire plus de points déjà dans la grille de sélection pour ceux qui vont en dehors de Montréal, puis c'est un peu comme ça que sont les régions aujourd'hui. Mais ça veut dire peut-être des programmes pilotes ou encore plus de points là-dessus ou plus de travail avec les employeurs pour qu'ils aillent chercher à ce moment-là, donc les régions. Puis la troisième chose que je m'attends, c'est que, et ça c'est aussi le cas au Canada, mais on voit de plus en plus un système d'immigration à 2 étapes. Ça veut dire qu'on a ces résidents permanents dans notre imaginaire, là, ils sont sélectionnés, puis ils arrivent au Québec, ils atterrissent. Mais de plus en plus, on voit deux étapes, beaucoup d'immigrants temporaires, puis des voies de passage vers l'immigration permanente. Puis ce ratio de combien il y en a qui étaient migrants temporaires versus combien il y en a qui étaient à l'extérieur est vraiment important à suivre. On sait qu'au Canada, par exemple, c'était 1/3. Donc, ce passage des immigrants temporaires vers les immigrants permanents, c'est plus ou moins 1/3. En pandémie, ça a monté à 80-90%. Et au Québec, on voit la même chose. Et on voit de plus en plus, d'un côté, une insistance là-dessus parce que les immigrants temporaires seraient mieux intégrés, ils ont déjà souvent un emploi, ils connaissent la langue, ils connaissent le Québec, ils se sont installés. Donc, c'est quand même important de vérifier ce ratio parce qu'en même temps, le programme d'expérience québécoise, donc qui est le programme qui, a priori, permet, par exemple, aux étudiants ou aux gens qui ont travaillé de passer vers la résidence permanente, la durée par laquelle on doit le faire avait été élevée de 1 an à 2 ans par la CAQ. Donc, je pense attention à ce programme d'expérience québécoise, attention au ratio, parce qu'on peut aussi aller sélectionner des immigrants temporaires pour permanents via le système normal. Donc, est-ce que ça va être le pari du Québec d'aller chercher plus d'immigrants temporaires parce que ça a explosé là? Parce qu'on peut argumenter sur limiter 50 000, mais les immigrants temporaires, ils arrivent, ils sont extrêmement nombreux, les étudiants internationaux, programme mobilité internationale, programme des travailleurs étrangers temporaires, et tout ça est beaucoup géré par Ottawa aussi. Donc, ça veut dire un flux de gens qui ne sont pas forcément choisis par le Québec. Merci, Catherine. J'invite Adèle à se prononcer sur la question. Vous vous attendez à quoi de ce gouvernement en matière d'immigration? Merci beaucoup. En fait, pour rebondir un peu sur ce sur quoi Annick Germain a commencé, je pense qu'on va continuer dans une dynamique d'instrumentalisation de l'immigration pour faire le jeu de la compétence fédérale provinciale. Sur les enjeux qu'on a déjà mentionnés là, tout au long de la discussion, et il y a certains autres enjeux que je pense, en fait, dans ce contexte-là, ce serait par exemple la question des délais d'immigration. Est-ce que le gouvernement va revenir sur le fait que c'est encore plus long au Québec pour les résidents permanents parce qu'il y a 2 étapes et le gouvernement fédéral et le provincial n'arrêtent pas de se renvoyer la balle là-dessus? On a vu les derniers jours que peut-être le Québec était éventuellement ouvert à rehausser 50 000, mais seulement si les nouveaux arrivants parlaient déjà le français. Donc, effectivement, comme on l'a dit, c'était vraiment la question de qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut des immigrants qui sont compétents en français? Et là, on reviendrait à la question de Legault de 2018, on prend moins pour en prendre soin. Or, on le sait, une très grande partie des fonds d'Ottawa alloués pour ce but, on ne sait pas où ils vont. Ça a été dans la presse et ça a été quand même assez peu repris. Donc, moi, c'est une question de qui va faire attention à la reddition de comptes. Quel parti politique au sein de l'opposition va mettre la pression sur le gouvernement Legault? Est-ce que le Parti libéral, quand il sera sorti de sa restructuration interne, là, va un petit peu regarder ça, par exemple? Et sinon, je pense aussi à la question de la régularisation des immigrants sans statut. Le fédéral a dit qu'il voulait régulariser 500 000 personnes. Le Québec n'a pas fermé la porte, mais n'a pas vraiment ouverte non plus. Alors, c'est un peu une question. Et finalement, je me pose quand même vraiment beaucoup la question, pour revenir à ce que Catherine a un peu dit à la fin, qui va faire la mobilisation politique au nom des migrants temporaires, puisque eux ne peuvent pas voter, bien sûr, et de nombreux immigrants permanents ne sont pas encore citoyens non plus, mais est-ce que ça va être les entrepreneurs, est-ce que ça va être les universités, où est leur poids? Parce qu'en ce moment, ils sont encore très invisibles au niveau social et bien sûr encore plus politique au Québec. Et est-ce que cette question, moi je pense qu'elle deviendra plus importante. Et un dernier point, on sait que sur le plan démographique, si le Québec, la population diminue, surtout par rapport aux autres provinces, alors on va perdre des sièges au Parlement fédéral. Qu'est-ce que le Québec entend faire sur cette question-là, indépendamment du vieillissement démographique et de la pénurie de main-d'œuvre, juste sur le poids à l'intérieur de l'Union fédérale, sachant que la CAQ n'est pas pour la souveraineté nationale, apparemment. Donc, pour moi, c'est vraiment une question de qu'est-ce qui va se passer de ce point de vue. Merci beaucoup.
c'est enregistré, donc on s'en reparlera dans quelques mois, voir si dans quelques années, si on veut faire un retour. Mais blague à part, maintenant, je vais ouvrir la période de questions. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, dans la salle, poser soit une question dans le chat, donc par écrit, dans la boîte clavardage, et moi, je la poserai directement aux panélistes, ou encore, vous pouvez lever votre main et on vous laissera la possibilité d'ouvrir votre micro et votre caméra pour que vous puissiez poser la question déjà en personne. Donc, je commencerai avec une question que j'ai reçue pendant qu'on parlait. C'est une question par rapport au fait que, tu sais, d'un côté, il y a les élus, il y a les gens en campagne qui parlent d'immigration et qui font des déclarations qui, surtout pendant cette campagne-là, ont été un peu, on semblait un peu sortir de nulle part. Mais d'un autre côté, il y a tout un système politique dans les journaux avec les éditorialistes et les personnes comme ça qui parlent d'immigration et qui sont très, très actifs sur ces questions-là. Donc, je me demandais, la personne, en fait, dans la salle se demandait comment est-ce qu'on pense un peu à cette relation-là, puis à la contribution de tout le système médiatique, puis en particulier la croissance des éditorialistes au Québec, pour ce qui est de la politisation des questions migratoires, puis aussi des positions prises par les partis. Je sais que c'est une grande question, mais je pense que ça contribue là, au climat dans lequel cette élection-là s'est déroulée. Donc, je ne sais pas si quelqu'un voudrait prendre la parole sur cette question-là. Oui, Adèle? Juste brièvement quand même pour souligner que, comme on l'a dit, l'immigration, ce n'est pas une priorité des Québécois. Donc, ça ne l'a jamais été, en fait, aux élections. C'est l'économie, c'est l'éducation, c'est le système de santé. Donc, oui, c'est certain qu'on peut tous avoir des réactions par rapport aux déclarations fortes des éditorialistes là-dessus. Mais dans l'absolu, je ne pense pas qu'ils aient un poids sur cette question faramineux, finalement. C'est sûr qu'il y en a certains qui ont plus de poids que d'autres. Et c'est sûr qu'il y a des journaux qui ont plus de poids que d'autres ou des systèmes médiatiques comme Québécois. Mais encore une fois, l'immigration, ce n'est clairement pas la priorité des Québécois. Shedley? Oui et non, mais c'est sûr qu'il y a depuis quand même une vingtaine d'années au Québec, et le Québec, pour ça aussi, est différent des autres provinces canadiennes, du Canada anglophone. Il y a quand même, je dirais, le mot est peut-être un peu fort, mais des intellectuels publics ou des public intellectuals, comme on dit. Il y a une presse qui s'est développée, il y a aussi des revues d'opinion. Il y a toute une structure quand même qui a permis de faire avancer certaines idées écrites par toutes sortes de personnes. On n'a pas besoin de les nommer, mais des revues comme Argument, l'Action nationale, et puis, ça s'est relayé aussi dans la presse. Alors, c'est ça, il y a aussi une espèce de vase communicant, je dirais, entre certains médiums qui permettent donc à des personnes de s'exprimer. Et ça, je veux dire, au Québec, c'est là où on voit aussi peut-être certaines ressemblances quand même avec un débat public à l'européenne, francophone, où il y a aussi des relais maintenant avec, on le sait très bien, avec la France et des personnes même qui circulent entre les deux. Merci, Shedley. Je vois Catherine qui souhaite oui. On m'entend? C'est bon? Pardon. Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose là-dessus parce que c'est sûr qu'il y a un énorme, vraiment, gap, comme on dit, là, écart entre les discours et ce qui se passe vraiment. Puis moi, je n'ai pas de problème à le dire, là, je peux le dire et être enregistré. Les politiques au Québec sont bonnes. Enfin, les résultats, là, les outcomes, si on regarde les résultats des politiques actuelles, vraiment, les taux de chômage des immigrants ne cessent de diminuer, les écarts de salaire entre immigrants et population née au Canada ne cessent de diminuer. Il y a vraiment des excellents résultats des politiques telles qu'elles sont. On a des politiques d'intégration ou même de francisation qui sont subventionnées. Là, on prend en compte le fait qu'apprendre le français, ça prend du temps, qu'on ne peut pas travailler en même temps. Donc, c'est ça qui est terrible, en fait, c'est que je pense que ces gens qui contribuent aujourd'hui au débat public, il manque un élément important qui est qu'il y a beaucoup de choses que le Québec fait, puis qu'il fait très bien. Puis ça, on ne l'entend pas. Puis on ne l'entend pas que aujourd'hui, les taux d'emploi chez les immigrants sont excellents, que ça ne fait que se diminuer, même quand on se compare aux autres provinces. Il y a vraiment des investissements massifs et majeurs. Il y a des innovations qui sont faites en termes vraiment de comment on peut faire justement pour apprendre
apprendre la langue. Le travail des organismes communautaires est vraiment aussi tout à fait incroyable. Je veux dire, on peut en discuter et bien sûr, il y a des choses à améliorer, mais la décentralisation qui opère au Québec, puis cette multitude d'organismes qui sont engagés auprès des immigrants depuis des années et qui ont des vrais résultats, qui font, je vais dire, des programmes qui sont innovateurs, impliqués, tout ça, on n'en parle pas. Puis c'est vraiment dommage parce que je pense que tous ces gens qui veulent défendre la fierté du Québec, ben moi, je suis une immigrante, donc je ne peux pas vraiment le dire, mais je serais québécoise, ben je serais fière de aussi, malgré ces discours et malgré cette polarisation des faits, si on regarde les résultats des politiques, ce qui est fait sur le terrain, si on regarde les acteurs, si on regarde le parcours des immigrants aujourd'hui, comment ils réussissent, ben moi, je serais très fière de ce qui se passe au Québec, bizarrement. Merci, merci Catherine. On a reçu une question dans le chat assez intéressante qui demande finalement, selon vous, qu'est-ce qui explique la moins grande emphase mise par la CAQ sur les politiques spécifiques au profit de déclarations plus vagues sur les immigrants lors de cette élection-là? Puis j'ajouterais peut-être ma question personnelle aussi, qui est peut-être une question à laquelle vous ne voudrez pas répondre, mais est-ce que les déclarations qu'on a entendues lors de la campagne, un peu maladroites, je pense par exemple à celle du ministre sortant de l'immigration, étaient des bévues telles que voudrait nous le faire croire la CAQ ou faisait partie d'une stratégie électoraliste là, qui visait des segments particuliers de l'électorat. Donc, je ne sais pas si quelqu'un voudrait commencer à répondre à cette grande question, puis il n'y a pas de bonne réponse, là, bien sûr. Ben, je veux dire, en campagne électorale, je crois qu'on est dans des moments où on a peut-être parfois tendance à ne pas développer des arguments sur des programmes spécifiques, sur des questions plus mécaniques, plus complexes, mais tout ce qu'on a vu comme réalisation en francisation, d'appui aussi à des organismes en régionalisation, la réalité de l'immigration vue comme un écosystème avec des différents acteurs, tout ça, bon, c'est des choses qui sont mécaniques. Et dans la campagne, on voit à quel point le spectaculaire prend beaucoup de place et on a vu donc des argumentations beaucoup plus peut-être stratégiques, électoralistes. Je crois que la CAQ, c'est vrai, s'est exprimée des fois dans des moments où elle parlait. Et puis souvent, ces clips-là, on a dit « Ah, mais c'était un meeting à Drummondville, c'était juste des personnes du parti qui étaient là. » Et puis là, on dit quelque chose. Et puis, bien sûr, les médias se jettent là-dessus. Et après, on s'excuse. Donc, il y avait comme cette espèce de logique. Alors, est-ce que c'est plus payant de faire ça? En tout cas, je dis ça là. J'aimerais bien que les autres embarquent. Merci, Shedley. Je propose peut-être à Adèle de rebondir. Oui, c'est ça. Pour faire vraiment le lien avec ce que disait Shedley Belkodja, on avait eu un séminaire avec une journaliste du Devoir qui nous disait qu'un des problèmes qu'ils ont, c'est la complexité de la thématique de l'immigration, même pour les journalistes qui travaillent dessus, pour vendre ça à leur chef, c'est compliqué. Alors, je suppose que c'est beaucoup plus simple de parler de termes beaucoup moins nuancés, comme on l'a vu pendant la campagne. Ensuite, bien sûr, les immigrants ne votant pas, ils ne sont pas un réservoir d'électeurs, donc défendre l'action communautaire par rapport à ces personnes-là, peut-être qu'il était jugé que le potentiel électoral n'était pas nécessairement très fort. Puis sinon, je voudrais aussi référer aux recherches de notre collègue Antoine Bilodeau à l'intérieur de l'ERICA, qui a dit qu'il y a l'anxiété par rapport à l'immigration. Finalement, elle ne se trouve ni à Montréal, ni en région comme ici à Québec, mais dans les banlieues. Et peut-être que l'enjeu, c'était ça, c'était de gagner plus un certain type d'électeurs qu'on a imaginé étaient plus sensibles aussi particulièrement à ce type de discours. N'empêche que je dirais que nous, on a quand même essayé en tant que chercheuse en immigration d'insister sur ces choses et c'est pas forcément facile de se faire écouter dans les médias par rapport à ça. Donc, c'est ça, c'est une question de complexité, de manque d'écoute, je pense, et de stratégie électorale et de manque de poids politique, tout simplement. Merci, Adèle. Je me permettrai, même si je suis l'animatrice, d'ajouter un élément de réponse qu'on doit, je pense, souligner. Lors de la campagne de 2018, le gouvernement, le parti, la CAQ, en fait, a été extrêmement
attaqué par les journalistes sur ses propositions de politique publique. On l'oublie des fois, mais au début de la campagne, M. Legault proposait une citoyenneté ou des tests de citoyenneté, proposait des réformes législatives qui étaient finalement pas très réalistes. Donc, je pense qu'il y a aussi une leçon qui a été apprise par rapport à la présentation de politiques publiques spécifiques ou d'idées de politique particulièrement ciblées qui, d'une certaine façon, ouvre la porte vraiment, vraiment fort là, pour des critiques à la fois des personnes qui sont des spécialistes en matière d'immigration, mais aussi chez les journalistes. Moi, je le voyais lors de cette campagne-là comme étant une stratégie par rapport aux approches mises en place en matière d'immigration, comme étant une approche qui permettait à plusieurs personnes de se projeter, à plusieurs groupes d'électeurs de se projeter dans des projets liés à l'immigration, mais sans qu'on puisse être ouvert à des critiques. Donc ça, je pense que c'est un élément qu'il ne faut pas oublier parce qu'on l'a vraiment vu. Les critiques que la CAQ a reçues pendant la campagne cette fois-ci ont été vraiment moins ciblés sur des orientations de politique ou sur des détails de politique publique, mais beaucoup plus sur des principes. Et là, je pense que c'est un espace où le parti est beaucoup plus à l'aise de défendre et où le parti peut faire des gains beaucoup plus importants. Je vois que Catherine voulait rebondir un peu sur une autre question qui a été soulignée dans le chat. Donc, c'est une question à savoir si on pouvait s'attendre à ce que la CAQ remette en question ou revienne sur certains de des changements législatifs qui ont été mis en place lors du premier mandat, en particulier pour ce qui est de la durée de résidence des étudiants internationaux et leur accès à la résidence permanente. Mais ça me permet aussi peut-être d'élargir un peu la question, Catherine, à savoir, est-ce qu'on peut s'attendre aussi à des réformes législatives de ce gouvernement-là dans le domaine de l'immigration? Oui, alors par rapport aux étudiants internationaux, je pense que c'est important d'en parler parce que c'est un gros groupe de l'immigration temporaire puis qui ne fait que s'accroître, puis on le voit, on le connaît, je veux dire, c'est visible, c'est l'immigration aussi d'aujourd'hui au Québec, mais dans d'autres provinces. Faut pas sous-estimer les changements qui ont été faits ou ce qui a été fait ou n'a pas été fait à l'époque de changement du PEC. J'ai dit qu'on est passé de 1 à 2 ans, mais si on se souvient des débats au départ, il y avait l'idée qu'on allait abroger, supprimer le programme. Puis finalement, ça a été revenu grâce à une grosse mobilisation des associations d'étudiants internationaux, mais aussi des universités. Je veux dire, c'est avec les étudiants internationaux, pour dire ce qu'il est, c'est extrêmement important pour les universités. Puis, il y a un facteur d'attraction puis de recrutement à l'international des étudiants qui est très important. C'est en termes de visibilité, mais aussi en termes de manne financière. Donc, je veux dire, les étudiants internationaux contribuent au Québec aujourd'hui énormément de par leur inscription aux universités, de par tout le travail qu'ils font. On voit aussi qu'on est de plus en plus d'accord avec que les étudiants doivent ou peuvent travailler plus. Tout ça, ça fait partie d'un certain modèle, un paradigme migratoire, un paradigme de la mobilité, mais c'est vraiment représentatif du type d'immigrants qu'on veut. Puis des gens qui viennent, qui étudient, mais il ne faut pas oublier que, ces gens qui viennent et qui étudient, souvent, ça fait partie de l'argument pour qu'ils viennent étudier au Canada ou au Québec, qu'il y aurait des accès à la résidence permanente, parce que c'est quand même des profils importants puis qui sont convoités par une série de pays, puis il y a une sorte de compétition globale pour les étudiants internationaux, puis ça fait partie de la rhétorique, puis ça fait partie des facteurs d'attraction en tant que tel. C'est cette idée que si on étudie, qu'on réussit bien, qu'on remplit une série de critères, on va pouvoir rester et devenir immigrant résident permanent. Ça, c'est très important. Puis moi, je dirais qu'il faut aussi surveiller un peu ce que les autres provinces font. Parce que les autres provinces, grâce à leur pouvoir en matière d'immigration et le programme des candidats aux provinces, ont vraiment développé beaucoup de programmes vis-à-vis des étudiants internationaux pour les retenir, c'est-à-dire une série de voies privilégiées. Si vous avez étudié dans la province, vous avez un accès rapide et soutenu à la résidence permanente. Quelques mois, puis vraiment de l'aide aussi pour vous garder, pour vous retenir, donc des politiques vraiment qu'on appelle des politiques de rétention. Puis ça, le Québec, il doit tenir à l'œil aussi parce que c'est une compétition globale, c'est une compétition entre provinces. Puis, est-ce que ça peut changer?
c'est sûr que les universités sont des acteurs, sont des intermédiaires aussi aujourd'hui de plus en plus dans les processus d'immigration. Hein. Les universités, c'est eux qui choisissent les immigrants qu'ils admettent. Ben, ça aussi, c'est une étape par rapport à ces gens. C'est eux aussi qui poussent ou pas pour l'admission de plus ou de moins. C'est eux qui peuvent pousser ou pas pour qu'il y ait plus de voies vers la résidence permanente ou pas. Donc, voilà. Je dirais que c'est quand même quelque chose de très important pour le Québec aujourd'hui, puis pour comment ça va se dessiner par rapport à cette idée plus internationale. Merci, Catherine. Je viens de recevoir plusieurs questions sur l'immigration temporaire tout d'un coup. Donc, je vais ouvrir ces questions-là à tout le monde parce que tu as bien placé la question, le décor. Donc, justement, une question sur les immigrants temporaires. Donc, une des personnes dans la salle nous rappelle que pendant le débat, François Legault a dit « les immigrants temporaires ». Ils sont temporaires. Ça nous montrait finalement qu'il y avait clairement là, une différence aux yeux de ce gouvernement-là entre l'immigration permanente, dont on peut contrôler les seuils, l'immigration temporaire qui serait vraiment plus instrumentalisée. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres réformes comme celles qu'on a vues justement à l'été 2020, puis à d'autres réformes dans le cadre de l'immigration temporaire plus largement pendant ce mandat-là? Peut-être que j'ouvre la porte à Adèle qui travaille sur un chantier sur cette question-là, puis ensuite on verra si Mme Germain et Shedley souhaitent ajouter d'autres réponses. C'est une bonne question. Ça revient vraiment à qui représente aussi le poids politique de ces immigrants. Alors en région, c'est clair qu'il y a plein d'entreprises, je veux dire à Montréal aussi, mais c'est très fort dans des régions, pas des régions d'immigration traditionnelles, notamment la Chaudière-Appalaches, par exemple, qui dépend très fortement d'une main-d'œuvre immigrante dans certains secteurs. Et le problème, et oui, ils peuvent avoir des immigrants temporaires, mais il y a des gains, il y a des baisses de productivité fortes si vous êtes obligé de faire revenir les gens, ou même si c'est les mêmes gens qui reviennent, etc. Donc, je pense qu'il y a une demande. Et puis, ce serait intéressant de voir si, avec la compétition entre les provinces, si ce qui arrive déjà, c'est-à-dire que les temporaires formés au Québec vont dans d'autres provinces, et c'est le Québec qui a investi tout son argent dans la formation de ces personnes, et puis ils vont finalement aller donner leurs impôts à d'autres. Est-ce que ça va faire réfléchir le gouvernement Legault? Comme on le disait, la coalition Avenir Québec, c'est une coalition, et je suis certaine, et ça on ne l'a pas beaucoup vu pendant la campagne, mais qu'il y a plein de positions au sein de ces 90 députés finalement. Je veux dire... Alors, ça va être intéressant de voir s'il y en a certains qui vont faire pression pour ouvrir de nouveaux canaux. Les canaux qui ont été ouverts pendant la pandémie, comme par exemple le programme des Anges Gardiens, a été plus restrictif au Québec que dans le reste du Canada. C'est l'Ontario qui en a majoritairement bénéficié. Est-ce que ça va être une leçon pour le gouvernement Legault que ce serait plus viable d'ouvrir les voies? Est-ce que c'est possible de s'aliéner le monde économique à long terme dans des régions qui traditionnellement votent quand même fortement pour la CAQ? C'est une bonne question. Je ne suis pas nécessairement super optimiste que ça arrive d'ici la prochaine fois, mais peut-être que dans les prochaines années, si jamais ils sont réélus en 2026, là, ça s'ouvrira, on verra. Merci Adèle. Est-ce que Shedley ou Annick, vous souhaiteriez intervenir par rapport à cette question-là? Peut-être en rejoignant aussi Catherine et Adèle sur la question de voir ce qui se passe dans d'autres provinces, de voir ce qui a été fait par exemple au Canada Atlantique avec un programme qui a débuté comme un programme pilote, le programme pilote en Atlantique qui est devenu permanent, qui a mis beaucoup l'accent sur le rôle des employeurs pour s'impliquer, participer même à l'intégration en faisant des liens avec des structures d'accueil et d'établissement. Donc, il y a ce programme-là qui est intéressant, qui peut être aussi, moi je pensais pourquoi en Gaspésie ou dans les régions du Québec, on n'avance pas avec une innovation de ce genre. Il y a eu le programme pilote aussi des communautés du Nord, en Ontario, dans certaines provinces, certaines villes du Manitoba, là où on mettait la responsabilité un peu sur la communauté. Alors je trouve que c'est des choses comme ça en fait, qu'on peut peut-être développer. Puis pour ce qui est de... est-ce qu'il y a une certaine générosité du gouvernement à... C'est peut-être pas un mot vraiment qu'on voit là, dire est-ce que le gouvernement peut être généreux et faire preuve d'une certaine hospitalité et de développer, en fait, de ne pas donner cette impression de vouloir restreindre plutôt le programme des Anges Gardiens, d'être toujours sur le côté plus restrictif avec ce qui se passe, avec la reconnaissance des statuts, avec les demandeurs d'asile, de faire preuve d'une plus grande générosité. C'est peut-être un peu l'expérience qu'on voit avec des collectifs de citoyens qui font preuve d'hospitalité aussi, qui viennent en aide à tous ces migrants sur le terrain.
Mais là, on est vraiment sur le terrain. Je sais que les politiques, c'est peut-être autre chose, mais des fois, peut-être on est un peu plus cette impression plus large de la question migratoire. Merci, Chetli. Je vais laisser la parole à Catherine pour une dernière réponse à cette question. Oui, c'est juste pour dire vraiment que cette catégorie des immigrants temporaires, c'est comme une grosse boîte noire. Puis on sait pas, on sait ce qu'il y a, on connaît les politiques, mais on a très peu de données sur ce qui se passe dedans. Puis ça va être un problème à un moment. Puis je pense que la CAQ va devoir aussi un peu ouvrir cette boîte noire pour savoir ce qui se passe. Puis la réponse, les temporaires sont temporaires. Non, ce n'est pas des oiseaux de passage. Puis sincèrement, pour avoir assez étudié ça en Europe avec ces guest workers, les migrants, les travailleurs invités, tout ça ne se passe pas comme ça. Les gens ont des liens, investissent, viennent. Il y a tout un processus qui fait la société change, même si c'est des immigrants temporaires. Là, on ne peut pas juste dire qu'ils sont dans une boîte, qu'ils n'interagissent pas. Donc, je pense qu'il faut vraiment mieux connaître ces données, surtout qu'on sait que ça vient avec des grandes vulnérabilités en termes de statut, des permis fermés qui sont reliés à certains employeurs, des questions d'abus, une diversité parce qu'on est entre les travailleurs agricoles là, puis les plus hauts qualifiés. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'œil, puis qui a explosé. On ne sait pas très bien comment ça a explosé. On sait que c'est des logiques qui sont derrière, mais ça devrait vraiment être un chantier à mieux comprendre ce qui se passe derrière pour les chercheurs, mais aussi pour ceux qui s'intéressent à ça, même les citoyens, être conscients de cette réalité en tant que telle. Merci beaucoup, Catherine. C'est tout le temps qu'on avait pour cet événement. Je veux remercier tous nos panélistes d'avoir pris le temps de nous parler de leurs impressions à froid. J'ai presque envie qu'on se dise qu'on refait ça dans 6 mois pour voir où notre réflexion en est. Je souhaite aussi remercier Elora qui s'occupe de notre soutien technique et de tout l'ensemble de nos événements. Comme je le disais, l'événement a été enregistré, donc il sera disponible sur le site web de l'ERICA. Et à ce titre-là, d'ailleurs, je vous invite à consulter notre chaîne YouTube où on a l'enregistrement de plusieurs autres séminaires et webinaires qui ont eu lieu au courant des 3 dernières années, y compris celui dont on parlait aujourd'hui avec Lisa Marie-Gervais, qui est journaliste au Devoir, qui nous a parlé des dynamiques à l'intérieur d'un journal, à l'intérieur d'un média au Québec pour ce qui est de la couverture de l'immigration. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci encore d'être là et on se reverra très bientôt, je l'espère.